Bienvenue dans un nouvel épisode de mon journal de dirigeant. Aujourd'hui, je vais te parler d'un seul sujet, mais un gros sujet. Je vais te parler de ce qui est, selon moi, les deux plus grands leviers de performance dans une entreprise ou dans une équipe d'ailleurs. Alors la première chose que je dis à propos de la performance, de la productivité et de l'efficacité, c'est que ce qui compte avant tout sur ce sujet, c'est d'être stratège. C'est-à-dire que les gens qui sont bons en productivité, en efficacité, mais qui sont pas stratèges, juste ce qu'ils font, c'est qu'ils vont plus vite que les autres dans le mur. En tout cas, ils se fatiguent beaucoup. Là où ils pourraient se fatiguer moins. D'ailleurs, j'ai donné une mini-conférence qui s'appelle le stratège fainéant. J'aime bien ce titre-là parce que voilà, moi j'aime bien les stratèges, mais j'aime bien surtout les stratèges fainéants. Et ce qui m'a toujours fasciné, c'est comment les gens réussissent, mais sans se foutre en l'air au passage. En gros, comment les gens font pour obtenir des résultats ambitieux, tout en ayant des anti-résultats ambitieux. Alors c'est quoi un anti-résultat? D'ailleurs, c'est une technique dont j'avais pas prévu de te parler aujourd'hui, mais allons-y. C'est à chaque fois que tu te fixes un objectif ambitieux, et je pense qu'il faut avoir des objectifs ambitieux dans la vie. Il faut pas en avoir 50 000, mais il faut avoir des objectifs ambitieux. Je pense qu'il faut toujours te poser la question de oui, mais par rapport à cet objectif ambitieux, c'est quoi mon anti-objectif ambitieux? Je donne un exemple. Je veux être en forme. Donc je veux avoir une VO2 max supérieure à 90% des personnes de ma tranche d'âge. Donc c'est mon objectif. Donc en face, je vais mettre un plan d'action où je vais peut-être m'entraîner, manger différemment. Enfin bref, je vais faire un tas de choses pour obtenir cet objectif. Mais en même temps, je vais me dire oui, mais c'est quoi le risque dans lequel je veux pas tomber? Ça pourrait être par exemple de m'obséder là-dessus et de devenir un taré de la nutrition qui prend plus aucun plaisir à table, qui devient pas marrant avec ses copains et sa famille, ou qui passe son temps à planifier des entraînements et ça devient une obsession, etc., etc. Et donc, par rapport à cet objectif ambitieux, j'ai aussi un contre-objectif ou un anti-objectif. Ça pourrait être, je veux développer l'école de management la plus grosse dans le monde francophone. Mais en anti-objectif, je vais me dire ouais, mais je veux pas sacrifier ma vie personnelle parce que en plus ça serait pas cohérent avec le message que je fais passer. Je veux pas foutre en l'air ma famille, ma santé, etc. pour le faire. Donc voilà. J'avais pas prévu de te parler de ça, mais c'est un truc. J'ai pas tout à fait formalisé le truc, mais je pense que c'est intéressant. Oui, et donc je disais, j'aime bien les stratèges qui réussissent, mais pas en se foutant en l'air, quoi. Et c'est de là que j'ai tiré ce titre, le stratège fainéant. Et d'ailleurs, dans la mini-conférence que je fais, l'exemple que je prends, c'est le lion. Parce que le lion, c'est quelqu'un qui est assez inactif toute la journée. Par contre, quand il est actif, il est extrêmement vif et extrêmement clairvoyant. Et ça me plaît. Je trouve que c'est une stratégie qui est intéressante. Bref, c'est une conférence que j'ai donnée. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je la donne à nouveau, dis-le-moi en passant par les mails, cédric@outildumanager.com. C'est une petite conférence qui dure pas longtemps, ça dure 1 heure, donc à l'occasion, on pourrait organiser ça. Ok. Donc cela étant dit, l'autre raison pour laquelle je me dis que c'est vraiment important d'être stratège et surtout de en permanence se dire il faut que je sois stratège, c'est qu'à chaque fois que quelque chose va pas dans ta vie professionnelle, par exemple tu parviens pas à tes objectifs, ou tu trouves que tu travailles trop, ou tu perds goût à ton travail, peu importe, le premier réflexe, ça doit toujours être de remonter à un niveau de stratège. Ça doit jamais être de travailler plus, de te dire non mais je suis pas motivé, c'est pas bien, donc faut que je me force, etc. Ou de dire je vais changer mes objectifs parce qu'en fait j'ai pris des objectifs trop hauts. Ça doit jamais être ça. Ça peut être après avoir eu ta réflexion stratégique ce que tu vas faire, mais le premier réflexe c'est de toujours remonter à un niveau de stratège
Je te rappelle ma phrase fétiche à propos de la réussite. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui allient une très forte détermination quant à leurs objectifs, à une grande souplesse sur les moyens d'y parvenir. Donc, mon premier conseil, ou plutôt maintenant mon deuxième conseil du jour, c'est de te dire, quand tu sens que ça va pas, etc., prends du recul, remonte à un niveau stratégique. C'est quoi remonter à un niveau stratégique? C'est regarder ses objectifs et se dire, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je ressens ce trop de travail, ce désintérêt sur le travail? Pourquoi j'arrive pas à atteindre mes objectifs? Et regarde de l'extérieur ta manière de faire pour la modifier. C'est tout bête comme conseil, mais c'est souvent pas le réflexe qu'on a. Et donc, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est qu'il y avait quelque chose pour moi qui allait pas dans mon entreprise, etc. Je suis remonté à un niveau stratégique. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, ce qui va pas, c'est qu'en fait, je ne suis pas en train de travailler avec les bons leviers. Parce que quelqu'un qui est stratège, c'est pas quelqu'un qui travaille le plus possible, c'est quelqu'un qui utilise les meilleurs leviers possibles. Alors on verra après ce que c'est qu'un levier, les meilleurs leviers possibles pour les objectifs qu'il s'est fixés et qui sont ambitieux. Donc on va pas parler des objectifs, on estime qu'ils sont ambitieux et qu'ils sont atteignables, etc. Mais on va parler des leviers. C'est quoi un levier? En fait, un levier, c'est quelque chose qui permet d'obtenir plus de résultats en mettant moins de force. Tu vois le principe d'un levier, le levier, le meilleur levier, c'est celui qui a le plus long manche parce que tu mets peu de force et en fait, ça te permet de soulever une charge plus lourde. Bon. En management, en réussite, c'est la même chose. Et à chaque fois que je fais l'exercice de me dire, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Ma semaine, elle s'est passée comment? Est-ce que j'ai vraiment utilisé les bons leviers par rapport à mes objectifs? Je retombe toujours sur mes deux plus gros leviers d'action. Mon premier levier d'action, c'est de créer des actifs. Et mon deuxième levier d'action, c'est marrant, c'est le management. Alors, prenons le premier. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? Un actif, c'est quelque chose qui t'amène du résultat futur. Ça veut dire que c'est quelque chose, quand tu vas investir dedans, que ce soit du temps ou que ce soit de l'argent, ça va te permettre de générer de la valeur future qui ne te demandera plus de remettre du temps ou de l'argent. C'est ça un actif. C'est quelque chose qui va perdurer, qui va toujours donner de la valeur dans le futur. Pose-toi cette question, quand tu sens que tu as du mal, que tu travailles beaucoup, tu produis beaucoup de travail et que finalement, ça produit pas de résultats. Est-ce que tu le mets sur les bons résultats, sur les bons objectifs, tu travailles sur les bonnes choses, et est-ce que tu utilises la notion d'actif? C'est-à-dire, est-ce que le travail que tu fais maintenant va générer de la valeur future? Premier levier, les actifs. Le deuxième levier, c'est le management. Le management, ça sert à quoi? C'est ce qui va te permettre d'obtenir des résultats sans que ce soit toi qui dépenses ton temps. Quand tu as un collaborateur, par exemple, tu es tout seul, tu fais quelque chose, puis tout d'un coup, tu te dis, tiens, je vais prendre un collaborateur, tu viens de multiplier ton temps par 2. Et multiplier ton temps par 2, c'est pas possible, normalement. On a tous le même temps. On démarre tous notre journée avec 16 heures à dépenser, et on finit tous notre journée avec 0 heure au compteur. Sauf les managers, les chefs d'entreprise, etc., puisqu'ils délèguent, et donc, en fait, ils ont autant de temps à leur disposition que le nombre de collaborateurs qu'ils ont recrutés. Après, il faut organiser tout ça, il y a de la friction, etc., mais voilà pourquoi je dis que le management, c'est un des plus gros leviers. Pour moi, les deux plus gros leviers, je répète, c'est créer des actifs et utiliser le management. Et donc, ce dont je voudrais te parler, c'est le mariage de ces deux leviers. Parce que je me suis dit, mais maintenant, si je prends mes deux leviers et que je les mixe, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le meilleur levier possible. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la délégation. La délégation, c'est le Graal du manager et du chef d'entreprise, parce qu'en fait, finalement, la délégation, c'est ce qui permet de marier les deux plus grands leviers possibles. La délégation, ça veut dire que
tu as créé quelque chose, un système qui fait que tu n'as plus de temps à passer, mais que l'équipe continue à délivrer du résultat sans limite de temps et sans que tu investisses beaucoup de temps. Évidemment, tu vas toujours investir du temps parce que tu vas faire du management, mais infiniment moins que si tu faisais les choses toi-même. D'ailleurs, la formation LME, elle va te présenter 4 outils majeurs de management, le 1 à 1, le feedback, le coaching, la délégation. Mais je précise bien, le 1 à 1, c'est le meilleur outil, le plus puissant du management, c'est l'outil qu'il faut absolument mettre en place. Mais ce que je dis au début de la formation, c'est que ces outils que tu mets en place successivement, ils t'emmènent vers un idéal qui est la délégation ultime. C'est quoi la délégation ultime? C'est la création d'une culture d'équipe ou d'entreprise qui produira des résultats sans que tu aies à intervenir ou très peu à un niveau stratégique. Si tu veux mieux comprendre ce système, il y a un truc très simple, c'est de télécharger mon livre sur le site outildumanager.com. Ça s'appelle Le Manager Essentiel, le management sans bullshit, mais le titre c'est Le Management Essentiel. Ça te permet, c'est 30 minutes de lecture, ça te permet de comprendre en 30 minutes mon système. Après, si tu veux le mettre en place, on a une formation qui s'appelle Le Manager Essentiel, qui va donner tous les détails pour mettre ça en place. Mais donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un point particulier. Qu'est-ce qui se passe quand je marie mes deux plus grands leviers qui sont la délégation et les actifs? Et du coup, ça m'amène à te parler de la différence entre la délégation court terme et la délégation long terme. Parce qu'il y a une différence. Et ça, je l'avais jamais évoqué. Moi, dans la formation, je parle que de la délégation long terme parce que c'est la seule qui soit valable, mais je l'avais jamais évoqué, je crois, sur le podcast ou sur les mails privés. En fait, il y a deux types de managers ou de chefs d'entreprise. Il y a un premier type qui va considérer que le management, c'est un jeu dans lequel les participants tentent de gagner le plus vite possible et ne progressent pas en cas de défaite. Autrement dit, c'est des gens qui vont privilégier une délégation super rapide, super efficace, et si la délégation marche pas, c'est la merde. Donc, on va voir les conséquences après, mais en tout cas, une des conséquences, c'est qu'ils vont déléguer que des choses simples, etc. Le deuxième type de manager, ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui jouent à un jeu où les participants choisissent leur stratégie pour optimiser leurs chances de réussir à long terme. En fait, ils vont parier sur le progrès global de leur équipe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le but, c'est pas de gagner tout de suite, mais de créer un progrès qui va assurer une victoire, ou plutôt qui va assurer le long terme. Donc les premiers managers, ceux dont on parle, et souvent, moi c'est ceux que je rencontre, ils vont considérer la délégation comme un pur outil d'exécution. C'est-à-dire, moi ce qui compte, c'est que j'ai transmis la tâche et qu'elle soit accomplie. Et c'est vrai qu'à court terme, ça fonctionne. Par contre, à long terme, ça va être problématique. C'est des gens, par exemple, qui vont avoir des compétences de collaborateurs qui vont stagner, qui vont plus réussir à leur déléguer des trucs plus compliqués. Et donc, en faisant ça, en privilégiant cette forme de délégation, ils vont poser une limite à ce que l'équipe peut accomplir. C'est aussi des managers qui vont dire, je fais ça, c'est pour m'en débarrasser. Et c'est vrai que quand tu délègues quelque part, tu te débarrasses de la charge de travail. Tu te débarrasses pas de la responsabilité, mais de la charge de travail. Ça, j'ai déjà expliqué. Les deuxièmes, en fait, les deuxièmes types de managers, ceux qu'on va appeler managers long terme, lorsqu'ils délèguent une tâche à un nouvel employé, ils vont pas seulement le faire pour avancer les choses, ils vont le faire pour évidemment faire avancer les choses, mais ils vont mettre comme facteur de réussite de leur délégation l'évolution des compétences de l'employé, la confiance réciproque que ça va générer et l'engagement supplémentaire que ça va générer chez l'employé. En fait, ils savent que si ils réussissent cette délégation une ou deux fois, la troisième fois, l'employé sera prêt à affronter des tâches bien plus difficiles et à les exécuter avec plus d'autonomie et d'efficacité. Et donc, mon message sur cet épisode qui est assez court, c'est que quand tu délègues une tâche, ce qui compte le plus, c'est pas tellement ce qui est fait au moment où la tâche est exécutée, évidemment que c'est important. La question complémentaire qu'il faut absolument que tu te poses, c'est est-ce que, après avoir travaillé sur la tâche,
après avoir reçu mon feedback, est-ce que mon collaborateur sera susceptible de s'impliquer dans l'exécution de la prochaine tâche de manière plus efficace? Et en fait, c'est cette vision de la délégation qui va te permettre de faire de la délégation et de ton équipe un actif. Parce que c'est aussi ça qui va générer une culture où on n'est pas un simple exécutant, on est un exécutant à valeur ajoutée. Alors comment on fait plus concrètement pour réussir ça? Moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est qu'il faut déléguer une tâche suffisamment petite pour paraître réalisable, et à chaque fois que tu le fais, avoir un feedback rapide. C'est-à-dire que cette tâche, si elle est trop compliquée, ton feedback, il va être trop éloigné. Dans la méthode, d'ailleurs, on met en place des feedbacks réguliers, c'est-à-dire que j'explique que la délégation, c'est comme un train qui avance, et il y a un feedback, à chaque fois, c'est une gare qui est franchie. Mais donc, cette tâche, déjà, quand tu l'as choisie, il faut qu'elle soit assez petite pour paraître réalisable et permettre un feedback rapide, mais pas si petite qu'elle serait insignifiante. En fait, un bon parallèle à avoir, c'est comment les jeux vidéo ou les jeux avec des niveaux. En fait, chaque niveau, il est suffisamment difficile pour être un défi, mais il va jamais générer de la frustration. C'est un peu d'ailleurs le principe du flow. J'ai une vidéo sur le flow, sur YouTube, tu tapes outil du manager, le flow, F-L-O-W, où j'explique ça. Et donc, bref, tu choisis cette tâche de cette manière-là, et une fois que la tâche est réalisée, ce qui est absolument indispensable, c'est que tu commentes à ton collaborateur comment il a accompli la tâche. Pas seulement le fait que la tâche ait été accomplie, comment elle a été accomplie. À la fois le plus, à la fois le moins. Plus tu es spécifique, plus il va être capable de comprendre que la façon de faire est plus importante que le résultat. Et attention, hein, quand je dis d'être spécifique et quand je dis de manière, je parle pas des micro-détails, je parle de la culture d'entreprise. Par exemple, je vais prendre un exemple super simple à comprendre. Tu confies à ton collaborateur, je sais pas moi, l'obtention d'un résultat. Il obtient bien le résultat, mais il l'obtient de manière malhonnête. J'exagère le trait. Tu lui dis, en fait, ce qui est très positif dans ta manière d'avoir fait les choses, c'est d'avoir obtenu le résultat. Par contre, la manière dont tu l'as obtenu, là, je dois te faire un feedback négatif parce que tu es venu en contradiction avec la culture d'entreprise que j'essaye d'avoir dans cette boîte. Voilà, c'est juste pour expliquer cette différence entre délégation court terme, délégation long terme. Quand tu délègues quelque chose à quelqu'un, à partir de maintenant, pose-toi toujours la question du long terme, c'est-à-dire de te dire, est-ce que je fais ça juste pour me débarrasser et pour que ce soit fait rapidement puis que j'ai plus jamais y revenir? Ou est-ce qu'en faisant ça, j'ai pas l'occasion d'augmenter la compétence de mon collaborateur, d'augmenter son autonomie et de développer chez lui cette volonté de continuer à faire les choses de mieux en mieux. Et là, tu vas créer une culture. Et en fait, finalement, ce qui est assez marrant, c'est que ça prend pas beaucoup plus de temps. C'est juste une autre manière de voir les choses. Alors, évidemment, il y a des choses, des trucs que tu délègues et c'est tout, tu les pousses et c'est comme ça, c'est pas vraiment de la délégation. Mais il y a plein de choses où tu peux aussi intégrer le développement de tes collaborateurs et donc tu peux augmenter ce qu'ils vont être capables de fournir dans le long terme. Je pense que cette délégation intelligente de long terme doit faire partie intégrale de son système de management. Pour moi, si tu arrives à marier ces deux choses-là, c'est-à-dire la délégation, mais la délégation long terme, en fait, tu maries les deux plus gros leviers qu'on puisse trouver dans une entreprise qui sont le management et la création d'actifs. Je te souhaite une excellente semaine. Je suis à ta disposition pour répondre à tes questions par mail. Cédric@outildumanager.com. À bientôt.